Vous donnez un pouvoir arbitraire à des gens qui ne sont pas magiquement ou à une institution ou de façon collégiale. Total désaccord. Parce que là, sinon, vous donnez une prime, et c'est ce qu'on constate tous, vous donnez une prime à des paramètres attentionnels, comme la conflictualité, comme la peur, etc. Et on le voit, toutes les données montrent que le barycentre de l'espace public est en train de glisser vers ce qu'on appelle les passions tristes en philosophie. Nous le savons, depuis des années, une guerre culturelle et intellectuelle existe aux États-Unis, mais nous avions peut-être oublié qu'elle pouvait tuer. L'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk nous le rappelle. Alors aujourd'hui, avec nos 3 intervenants, nous allons poser une question qui est une des plus anciennes de la philosophie, mais qui est tout à fait d'actualité. Peut-on encore supporter le réel sans le fuir? Peut-on en débattre sans en venir aux mains? Les fact-checkers, ceux qui vérifient l'information, s'échinent et avec force, mais souvent en vain, parce que le mal est peut-être plus profond. Vous citez Hannah Arendt dans votre ouvrage. Elle décrit la condition de l'homme moderne, un homme moderne qui veut une liberté sans entrave, et notamment cette entrave du réel qui constitue un étant donné. Alors on veut être un homme, une femme, on veut être même parfois un être de fiction ou un animal, on veut se marier avec une chaise ou avec soi-même. Bref, tout est permis et secrètement tout est possible. Sauf que ce possible crée en même temps une incertitude, donc, du coup une insécurité, une angoisse et souvent du ressentiment. Gérald Bronner, c'est ce que vous décrivez en substance dans votre nouveau livre À l'assaut du réel, paru au PUF cet été. Vous êtes professeur de sociologie à la Sorbonne, vous êtes un analyste reconnu des phénomènes de désinformation et de post-vérité. Mais là, vous allez à la racine du mal et vous tentez de créer un lien entre l'étroitesse du réel qui nous oblige et l'immensité du possible qui suscite notre désir et notre inquiétude. Laetitia Strauch-Bonnard, vous êtes philosophe, traducteur du penseur conservateur britannique Roger Scruton, et vous avez publié cette année un livre qui s'appelle La gratitude, et dans lequel justement vous défendez cette belle vertu contre la tentation du ressentiment. Samuel Fitoussi, vous êtes chroniqueur, notamment au Figaro, et vous avez publié cette année aussi aux éditions de l'Observatoire un essai « Pourquoi les intellectuels se trompent ». Vous y montrez que l'intelligence n'est pas ne protège pas toujours de l'erreur, notamment lorsqu'elle elle verse dans l'aveuglement idéologique. Alors Gérald Bronner, je voulais vous poser une première question toute simple. Pourquoi est-ce que sur la couverture de votre livre, c'est ce tableau de Goya représentant Saturne, donc Chronos, le temps, qui dévore l'un de ses enfants? Alors, c'est une bonne question parce que j'en suis entièrement responsable. C'est moi qui ai choisi ce tableau, et pas seulement parce qu'il était libre de droit, mais aussi parce que c'est une figure, la figure de Saturne dévorant ses enfants. Et pardon, c'est vrai que la couverture est un peu gore, mais comme c'est une peinture classique, je pense qu'on peut se l'autoriser. Elle symbolise un thème récurrent dans le livre qui est l'obsession, notre obsession commune pour le présent. C'est-à-dire un présent qui est cannibale, qui absorbe tout, de bien des façons. D'abord, nous voulons parfois redresser le passé à la lumière des valeurs du présent, mais encore, nous nous préoccupons de moins en moins du futur et du futur lointain. Et il y a, je le montre par des données numériques, une disparition, par exemple, du mythe du progrès qui nous a porté tout au long du XXe siècle et au XIXe siècle aussi, et qui réunissait d'une certaine façon les gens, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est-à-dire l'idée que demain serait préférable à aujourd'hui, était en quelque sorte un tuteur de représentation du temps commun, et on regardait un peu ensemble, avec des motivations qui pouvaient être différentes selon nos paramètres politiques, mais quand même ensemble vers l'avenir. Aujourd'hui, j'invoque des enquêtes internationales où plus de 50 pays, par exemple, indiquent très majoritairement que demain peut se débrouiller tout seul et qu'il s'agit pour chacun de s'occuper de son présent immédiat. Donc on imagine mal, dans ces conditions, que l'intelligence collective, lorsqu'on est confronté à des défis qui ne le sont pas moins,
puisse s'exprimer de façon tout à fait rationnelle. Et donc c'est le présent qui dévore tout, et dans votre livre vous parlez d'une 5e dimension. Alors les 4 premières elles sont traditionnelles, je pense qu'on peut les deviner, mais alors cette 5e dimension elle a un rapport avec le présent, c'est cette capacité, alors certes on sait que le présent nous conduit dans un avenir, mais à ce moment-là l'humain a la possibilité de se projeter dans des mondes différents, dans le monde des possibles. Et c'est ça qui est aujourd'hui complètement sacralisé à notre époque, et en même temps c'est une sorte de machine qui est enrayée. C'est-à-dire c'est une des conditions fondamentales de l'humanité, c'est de percevoir l'espace des possibles. Nous vivons toujours à l'état de présent. Le passé est derrière nous et le futur est une croyance. Seulement, nous avons justement des croyances par rapport à l'arborescence du possible. C'est tout à fait normal. Et de toutes les espèces, nous sommes celle qui est la plus virtuose dans la détection des mondes possibles. Je le montre même en convoquant des expérimentations de psychologie du développement. À l'âge de 8 mois, par exemple, les petits bambins sont capables déjà de faire des sortes de calculs de probabilité sur la nature d'une urne, par exemple. Donc c'est absolument fascinant. Et en même temps que nous sommes des virtuoses, cela nous inquiète, c'est-à-dire cela taraude l'humanité depuis l'origine. Songeons par exemple au plus vieux texte connu de l'humanité, je veux dire l'épopée de Gilgamesh, la plus vieille histoire qu'on ait racontée, c'est l'histoire de quelqu'un qui tout simplement veut s'affranchir de sa condition biologique, il ne veut pas mourir. Et donc, c'est l'expression de son désir face à l'incertitude du futur. C'est donc tout à fait naturel, c'est un invariant de l'espèce humaine, c'est presque banal de le signaler. Seulement voilà, cela dépend de 2 choses. D'abord, des conditions d'expression de notre désir. Et si notre désir est dérégulé dans l'espace contemporain, eh bien, nous pouvons être conduits à désirer au-delà du possible. Et voilà une situation. Et comme nous désirons éventuellement au-delà du possible, il se peut que le réel, justement, impose des rebuffades à l'expression de notre désir. C'est qu'ils disent non, tout simplement. Le réel, on le connaît quand on s'y cogne. Et l'autre condition donc, de notre présent, c'est de nous organiser idéologiquement et technologiquement pour ne plus entendre ces rebuffades. On a donc d'une part une dérégulation du désir, la volonté de plier le réel à son désir, ce qui est un vieil invariant, mais qui prend des proportions tout à fait hyperboliques dans le temps présent, et en même temps une organisation pour ne plus entendre le moment où on se cognerait dans le mur. Et Laetitia, Gérald, à un moment, cite une citation d'Hannah Arendt sur l'homme moderne qui a fini par en vouloir à tout ce qui est donné, même sa propre existence. Et elle dit que ça crée chez l'homme moderne un ressentiment fondamental. Alors j'avais une question, puisque vous avez écrit un livre sur la gratitude. Est-ce que vous partagez ce constat d'une époque qui est caractérisée par un rejet de l'étant donné ? Oui, en grande partie, bien que je pense que ce soit quelque chose d'universel, que chez l'être humain, il y a la possibilité de la frustration. Mais comme vous le dites, Gérald Bronner, les conditions sont réunies aujourd'hui pour que la frustration et le ressentiment soient plus forts, parce qu'on a plus de désirs et qu'on a moins de limites, ou plutôt on croit qu'on a moins de limites, et quand elles se présentent à nous, on trouve des moyens de les éviter. Donc oui, d'une certaine façon, c'était l'avertissement depuis toujours des philosophes. La philosophie antique, c'est en grande partie une façon d'apprendre à faire face à la vie, aux contingences humaines, et d'accepter aussi que tout ne peut pas dépendre de nous. Donc on voit bien que cette question a toujours été présente. Et par ailleurs, chez donc, le courant de pensée des conservateurs, donc je parle à la fois en termes sociaux et politiques, il y a toujours eu une critique de la tentation de l'absence de limite. Et il y a toujours eu une défense de la limite, de la contrainte. Et je pense que cette défense est plus nécessaire que jamais aujourd'hui, parce que quand on n'accepte pas le réel, les limites, les contraintes, après on pourrait définir ce qu'est le réel, il y a plusieurs définitions. Il nous revient souvent en pleine face, parce qu'on nuit souvent aux autres, déjà, quand on n'accepte pas le réel. Si ma liberté est sans contrainte et sans limite, eh bien, elle devient une oppression pour autrui. Mais on se nuit aussi à soi-même, et je pense que ce qu'on désapprend, et c'est là aussi que ça rejoint votre réflexion sur le présent, finalement on fait du mal à celui qu'on sera demain. Puisqu'on voit son plaisir immédiat, son désir immédiat, et on ne voit pas que, finalement, comme dans le cas de l'épargne,
on ferait mieux de peut-être attendre, modérer son désir, pour que plus tard, finalement, on en tire une satisfaction plus grande. Alors, je voulais aussi revenir sur le terme de désir. Et j'aimerais l'opposer à un autre qui me semble essentiel, qui est celui de besoin. Oui. C'est important de faire la distinction parce que autant n'écouter que ses désirs peut nous mener quand même, je pense, à la perte, autant écouter ses besoins est tout autre chose. Et je pense que nous vivons dans une époque où les gens n'apprennent qu'une chose, écouter leurs désirs, mais pas du tout à écouter leurs besoins. Parce que c'est plus difficile d'écouter ses besoins. Écouter ses besoins, c'est prendre en compte les devoirs qu'on a envers soi-même. Et satisfaire un besoin... En même temps, c'est beaucoup plus limité. Enfin, ça ne vend je vais pas vous prendre du un rêve. Exemple. Par exemple, nous avons besoin de dormir. C'est très important de dormir. Or, aujourd'hui, les gens dorment moins, et ils dorment moins notamment à cause de l'usage des écrans. Oui, on n'a pas envie de dormir quand on est devant son écran et qu'on fait plein de choses et qu'on a accès à tous les possibles. Mais on en a vraiment besoin. Et le problème, c'est qu'il faut une sorte d'amorçage pour réapprendre à écouter ses besoins. Et une fois qu'on a appris à le faire, je reprends mon exemple du sommeil, une fois qu'on a réappris à dormir, à mettre son téléphone loin de sa chambre, par exemple, et toutes ces choses-là, et qu'on recommence à avoir une santé, une bonne santé de sommeil, en tout cas, là, on se rend compte qu'on avait un besoin et qu'on a étouffé ce besoin à cause de ses désirs. Donc, le besoin, c'est quelque chose d'individuel, mais ça n'est pas forcément mauvais. Donc, l'individu n'est pas forcément un problème en soi. Je pense que c'est la façon dont l'individu répond à ce à quoi il aspire. Et le besoin, généralement, renvoie à une dimension du corps. Et ça, c'est ce que vous montrez très bien dans la progression de votre livre. C'est à quel point cet individu tout-puissant dans son désir, finalement, on assiste à on va vers une disparition du corps. Enfin, c'est une sorte de... Et là, on va jusqu'au transhumanisme. C'est mécanique de l'expression d'un désir qui n'est plus régulé, puisque le grand obstacle entre la réalisation du désir et nos espérances, disons, c'est le corps. C'est le principal obstacle, puisque nous ne connaissons le monde et le réel qu'à travers le truchement déjà de nos 5 sens, de notre peau, etc. Et c'est un obstacle à la fois pour ceux qui veulent transformer le corps biologique en ce qu'il voudrait être. Il y a des communautés, par exemple, qui prétendent les Terrians être des animaux et non pas des hommes. Il y en a qui se sentent ours, loups. Et je ne moque pas du tout en fait ces approches. Je me demande quelles sont les conditions sociales où on offre une narration légitime à ce type de ressenti, mais ça peut aller aussi jusqu'au transhumanisme, c'est-à-dire la volonté, je n'ai pas non plus jugement moral, de dépasser le corps, qui est en fait un obstacle, par exemple à la conquête spatiale, en raison des limites de la lumière. Si vous allez sur une exoplanète qui a des millions d'années-lumière, vous serez mort avant d'y aller. Mais par contre, si vous téléchargez votre conscience dans du silicium, vous vous affranchissez des empêchements biologiques de l'expression de votre désir. J'aurais juste ajouté à ce qu'a dit Laetitia, que ça m'intéresse, la distinction besoin-désir, mais on a quand même des conditions sociales où il y a une possibilité, disons presque idéologique, de transmuer le désir en expression du besoin. Disons qu'on va transmuer nos désirs, notamment identitaires, en un besoin. C'est-à-dire que la grande aventure collective aujourd'hui, c'est donc plus de regarder vers l'avenir, puisque le mythe du progrès s'est largement effondré, mais c'est de partir à la rencontre de soi-même, d'un soi-même qui aurait été dévoyé par la toxicité de l'environnement. Oui. De sorte que le ressenti, j'ai l'impression par exemple d'être un ours ou j'ai l'impression de quelque chose, n'est pas dans le langage de ces communautés un désir, mais c'est l'expression d'un besoin, d'une impérieuse nécessité de leur identité profonde vers laquelle ils vont. Et le développement, par exemple, du développement personnel dans les années 80-90, c'est un autre symptôme de cette nouvelle quête identitaire et collective. Samuel, sur cette quête identitaire collective. Oui, je pense que le sujet du refus des limites de notre époque est absolument passionnant. L'un des mouvements idéologiques qui aujourd'hui incarne le mieux ça, à mon sens, et je crois que vous l'évoquez dans votre livre, c'est le mouvement trans qui explique aux enfants qu'ils sont peut-être nés dans le mauvais corps et qu'ils peuvent s'auto-déterminer, s'auto-engendrer à tout moment contre la réalité biologique. Donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est, si vous voulez, une forme d'individualisme poussé à son paroxysme. Mais notre époque est plein de paradoxes, car en même temps, ceux qui se font les apôtres les plus virulents de ce mouvement expliquent aussi que si on est noir, on ne doit
lire des livres écrits par des Noirs, ou du moins, si on est blanc, on ne peut pas corriger, par exemple, des manuscrits écrits par des Blancs parce que ce serait de l'appropriation culturelle, si vous voulez. Il y a aussi un illibéralisme et une volonté de fixer des limites complètement absurdes autour des communautés humaines, d'obliger chacun à rester dans sa ligne. Vous avez par exemple le mouvement woke qui interdit à des actrices blanches de se faire des tresses parce que c'est considéré comme une appropriation culturelle de la culture noire. Donc là, il y a des limites absurdes. On est enfermé dans son corps. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est le mouvement woke. C'est une revendication qui vient de la même source. C'est-à-dire, alors, sur la question des transgenres, parce qu'il y a les trans, il y a des gens qui se réclament d'être transrace, selon leurs propres termes, ou transâge, par exemple, c'est d'autres limites biologiques. La question des transgenres est quand même très complexe. Il faut la prendre avec beaucoup de précaution, parce qu'on ne peut pas simplement rabattre cette question au patrimoine génétique, par exemple. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et des questions hormonales dans le développement. Donc je pense que, moi je traite très peu en fait ce sujet, je le traite simplement un moment pour justement comparer la volonté de s'émanciper des contraintes biologiques, comme dans le transhumanisme, etc. Mais ceci étant, lorsque, par exemple, on pense qu'une traductrice blanche ne peut pas traduire une poétesse noire, parce que c'est un cas concret, d'ailleurs que je cite, qui est un cas tarte à la crème de cette figure, on le fait parce qu'on pense que le ressenti individuel est incommunicable. C'est-à-dire qu'il y a un rapport idiosyncratique à l'expérience, et c'est vrai d'une certaine façon. On a tous une expérience absolument idiosyncratique, mais on pourrait lui dire de n'importe quoi, sauf que les communautés humaines, les sociétés humaines, elles parient sur le fait qu'il y a assez de comparaisons entre nous pour qu'on puisse se comprendre. Donc en fait, ce qu'on atteint, c'est véritablement notre socle commun, en faisant cette proposition, qui est fondée d'ailleurs sur une revendication morale en réalité. Il ne faut pas se tromper. Mais je pense qu'en effet, la matrice est la même, c'est l'exaltation de l'idiosyncrasie individuelle au point de nous séparer les uns les autres, quoi, en fait. Ce qui est étonnant, c'est que cette idiosyncrasie, elle est très grégaire. C'est qu'elle se canalise dans des identités qui sont quand même un petit peu prémâchées. C'est toujours les mêmes, en fait, dont on entend parler. Même si c'est transgenre, transâge ou trans quelque chose, finalement, le répertoire est assez réduit. Et c'est ça que je trouve très frappant aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce mélange de volonté d'individualisme exacerbé, comment dire, la mise en avant du soi le plus, qu'on pense, le plus authentique possible, et en même temps, l'utilisation de figures qui sont des tropes, qui sont quasiment des clichés. En fait, pour moi, c'est le contraire de la véritable investigation personnelle. C'est, à un moment, vous évoquez, Gérald Bronner, la mode de l'époque, qui est celle de vouloir devenir soi-même, par exemple. Mais il y a plusieurs façons de devenir soi-même, ou de vouloir devenir soi-même. Il y a cette façon superficielle que vous décrivez très bien, mais je pense qu'il y a une façon qui est beaucoup plus profonde et nécessaire, et à laquelle nous ne prêtons pas attention. Quand je parlais des besoins tout à l'heure, c'était aussi ça que je voulais dire. Je poserais notamment au ressenti le sentiment. Un sentiment, c'est quelque chose que l'on écoute en soi, que l'on essaie de comprendre, que l'on compare, que peut-être on va mieux comprendre en lisant la littérature. Donc il y a un aller-retour constant entre le singulier et le général qui, pour moi, est la base de la véritable authenticité. Et je trouve parfois on a tendance à mélanger, enfin plutôt à mettre dans le même sac un individualisme, celui du désir, celui de l'absence de limite, celui des identités grégaires, et en même temps une recherche d'individualité qui pour moi est absolument nécessaire. Parce que sinon, à quoi cela sert-il d'être un être humain ? Oui, mais je voudrais pas donner l'impression, d'une part, par exemple, que je condamne l'expression du désir en général, parce que je pense que... C'est pas ce que vous faites, mais vous êtes quand même assez négatif sur la possibilité aujourd'hui de le réguler à l'échelle collective. C'est comme si la machine était bloquée. Les conditions de régulation, c'est une chose, mais effectivement, on peut se poser des questions dans le monde contemporain. En revanche, il ne faut pas oublier que c'est grâce à l'expression du désir que nous sommes sortis des grottes, en quelque sorte. C'est ce qui nous a conduit à tailler du silex, c'est bien la volonté de nous affranchir des conditions défavorables que la nature avait prévues pour notre corps. Nous n'avons pas de carapace, nous n'avons pas de crocs, etc. Donc, il faut
faut pas oublier que si l'humanité est devenue ce qu'elle est devenue, c'est aussi par l'expression de son désir. Donc moi, j'ai un rapport très ambivalent sur cette question. Je me mets pas en jugement moral ou je constate simplement qu'il y a des externalités négatives qui sont sociologiquement intéressantes à étudier. Et je ne voudrais pas non plus donner l'impression que la quête de soi est une quête vaine et superficielle. Bien sûr. Non, vous ne le faites pas. Comme D'autres le font parfois. Non, mais c'est ce qu'on pourrait inférer de ce que je suis en train de dire, donc vous me permettez de le dire, et merci. Mais il est vrai que l'auto-observation, nous sommes nous-mêmes, d'ailleurs on ne sait pas ce qu'on est, c'est une quête infinie, mais nous sommes composés d'un tel polyèdre, de telles facettes qui sont si complexes qu'à force de s'écouter, et on le voit notamment dans ce qu'on pourrait appeler des maladies sociales, les gens qui vous savez, si on parle de punaise de lit ou etc., on va commencer à se gratter. Oui. Parce qu'en fait, on va percevoir des éléments du corps. La santé, c'est l'oubli du corps. Et donc, en fait, en s'auto-observant, on va percevoir des formes de déséquilibre qui ne sont pas forcément infondées. Par exemple, les terrianes, ce que j'évoquais, on voit il y a des anthropologues qui ont travaillé sur ces questions, donc ils font des entretiens. Et il y a une personne qui dit, moi, depuis la plus tendre enfance, c'est pour ça que je ne me moque pas de ça, je me sens plus lourd physiquement que ce que dit mon corps. Bon, voilà. De quoi il en déduit qu'il est un ours? Peut-être un peu hyperbolique comme conclusion, mais par contre, il a peut-être un problème de proprioception. Il a peut-être un problème physiologique. De perception de son corps, c'est tout à fait possible qu'il ait une atteinte physiologique qui lui pose un problème de proprioception. Donc son ressenti n'est pas à moquer. Ce qui est très intéressant sociologiquement, c'est qu'il trouve un récit et une communauté pour légitimer une absorption de cette anomalie. Un sujet aussi intéressant dans ce que vous dites, c'est donc il y a l'exaltation du désir dans notre époque, et il y a aussi le fait qu'on ne croit plus aujourd'hui, collectivement en tout cas, au progrès. Et j'ai l'impression que les désirs aujourd'hui ne sont plus des désirs positifs, aspiration à une vie meilleure, aspiration à un progrès technologique. Les désirs sont surtout négatifs. Sur le sujet, par exemple, des transgenres, c'est le désir de s'échapper de son propre corps. Sur les désirs idéologiques à l'échelle collective, c'est combattre ce qui existe, combattre le capitalisme qui détruirait la planète, combattre le système, en tout cas chez les progressistes ou les néo-progressistes, combattre le système, les démocraties libérales qui seraient oppressives, structurellement racistes, etc. Donc j'ai l'impression que le désir dirigé vers des quêtes saines, collectives, porteuses d'espoir, est aujourd'hui dirigé à l'intérieur en pur négatif, et que c'est pour ça qu'on n'arrive plus à créer du commun par des rêves partagés de progrès, des utopies qui pourraient nous unir et nous rendre heureux, parce que ce qui rend heureux, c'est toujours d'avoir des objectifs et d'avoir l'impression que ces objectifs-là sont atteignables et que ces objectifs-là, dans le futur, nous rendront heureux. Aujourd'hui, c'est pas ça. Le désir est dirigé vers une sorte de pulsion de destruction de ce qui existe, et à mon sens, ça, c'est très regrettable. Justement, sur cette question du progrès, je voudrais vous montrer un tweet que j'ai trouvé particulièrement éloquent, parce que je vous disais en introduction, ce sondage absolument incroyable, donc, qui date de 2023, donc 19% des adolescents français croient que les pyramides ont vraiment été construites par des extraterrestres. Et ça, alors j'ai choisi parce que c'est un physicien belge qui a un accent belge et qui vulgarise la physique sur les réseaux sociaux, qui a un écho absolument gigantesque avec ses petites vidéos. Et donc là, il rappelle, il y a une étude récente qui montre qu'en fait, on a compris comment les Égyptiens avaient pu apporter jusqu'au site des pyramides des très gros cailloux, parce qu'il y avait un canal, tout simplement, qui rejoignait le Nil. Et ça, c'est pourtant quelqu'un qui fait partie des rares savants qui ont une vraie aura sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, ce genre de post est complètement anecdotique, non pas en soi, mais par rapport au flux de désinformation qui peut exister, et donc on se rend compte que dans ce brouhaha, la place du savant, elle peut être extrêmement fragile. Vous êtes les savants / intellectuels, enfin voilà, l'intellectuel est aussi remis en cause, c'est-à-dire que tout le monde, l'opinion de tout le monde peut mériter d'être exprimée. Est-ce qu'on peut croire à l'avenir quand justement il n'y a plus ni savants ni intellectuels, et en ce qui me concerne, même les journalistes ont des... Je ne sais pas si on a besoin des savants ou des intellectuels pour croire en l'avenir. C'est intimement lié au progrès, en tout cas au progrès. Et alors, par ailleurs, cette notion de progrès, c'est compliqué parce que la foi dans le progrès n'a pas toujours été
unanimement partagée. Oui, J'ai cité bien les conservateurs tout à l'heure. Ça fait des siècles que les conservateurs disent oui, le progrès c'est sympathique, mais attention, il peut y avoir des effets pervers. Donc pour les conservateurs, ce qui se passe n'est pas très étonnant parce que quand on a ce pessimisme-là, on n'est jamais étonné que les choses tournent mal. Mais pour revenir à votre question, oui, bien sûr, il y a une dissolution des figures d'autorité, notamment des figures d'autorité savantes. Il y a un marché des idées qui est devenu complètement effréné, en fait. C'est infernal. Les réseaux sociaux en sont la très bonne illustration. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je n'y suis pas, sauf sur un réseau qui s'appelle LinkedIn, mais sur lequel je ne fais rien, parce que je suis effrayée de la façon dont même le discours se produit. Je ne crois pas possible de pouvoir produire de la vérité dans une telle arène, où le but n'est pas du tout la vérité, mais le but, c'est d'être vu, entendu, liké, retweeté. Le but, c'est la connexion, et c'est l'aura que vous allez pouvoir développer via cette connexion. Donc je pense que le problème des réseaux sociaux n'est pas ce qu'ils sont devenus, ce sont les conditions mêmes des réseaux sociaux qui sont problématiques. Donc mon conseil, ce serait à tout à chacun de s'échapper de ces endroits. Enfin, ce ne sont pas des endroits d'ailleurs, ce sont des espaces, donc c'est quelque chose de complètement virtuel, pour revenir sur Terre. Et le vrai débat, qu'il soit scientifique ou médiatique, il ne se fait pas comme ça, il se fait déjà avec un peu de lenteur, avec de la réflexion, avec de la digestion aussi de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, avec de la vraie discussion contradictoire, avec un véritable échange d'arguments. Idéalement, on se répond les uns les autres quand les autres ont fini de parler, c'est-à-dire que c'est le contraire du brouhaha généralisé où tout le monde se coupe la parole. Bref, on a beaucoup de travail à faire, je pense, pour retrouver des conditions normales d'un débat intellectuel. Et je suis pour ma part très pessimiste. Samuel, est-ce qu'il faut revenir sur Terre? Est-ce que vous êtes aussi sceptique sur l'usage des réseaux sociaux? Est-ce qu'en même temps, ça ne permet pas de casser des codes, de casser quasiment des monopoles intellectuels? C'est ça. Moi, je suis plutôt un défenseur des réseaux sociaux, tout en reconnaissant que les réseaux sociaux amènent énormément d'effets pervers. Vous ne coupez pas la parole. Comment? Et vous ne coupez pas la parole. Ah pardon, je pensais que vous aviez fini. Ah non, justement, c'est une... et donc, si vous voulez, je pense que sur les réseaux sociaux, effectivement, il y aura beaucoup de fake news. Mais la différence sur les réseaux sociaux, c'est que certaines opinions, les gens pourront répondre aux fake news. Si vous voulez, vous avez 100 opinions comme ça, vous avez une dizaine de fake news là, et c'est facile de dénoncer ces fake news en disant c'est horrible, mais ces fake news sont contredites. Quand vous avez un monopole de l'information, si vous voulez, ou quand l'information, en tout cas, se diffuse sur le peuple par le haut, je schématise évidemment et c'est pas exactement comme ça, le risque c'est que les opinions qui viennent du haut soient fausses et ne puissent pas être contredites. Je pense que si on regarde l'histoire intellectuelle du XXe siècle, à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait aussi énormément de fake news, sauf que les fake news prenaient plus longtemps à être démenties. Dans les années 30, le New York Times niait qu'il existait une famine en Ukraine, qui a fait, comme on le sait, 5 millions de morts, enfin l'Ukraine sous l'URSS. Le reporter Walter Duranty a écrit plusieurs articles en expliquant qu'il s'agissait d'une fake news de droite, d'anticommunistes. Et les centaines de milliers ou les millions de lecteurs du New York Times n'avaient accès qu'à cette information. La fake news, je pense, aurait été démentie beaucoup plus rapidement si les réseaux sociaux avaient existé. Dans les années 70, Le Monde et Libération niaient l'existence d'un génocide au Cambodge. Et Libération l'a nié pendant 2 ans, et les lecteurs de Libération n'ont pas été réinformés. Alors que je pense qu'avec les réseaux sociaux, Libération aurait dû faire un mea culpa bien plus rapidement. Cela dit, oui, je pense que la quantité de fake news aurait été bien supérieure avec les réseaux sociaux, mais la gravité, on va dire, la nocivité des fake news aurait été réduite parce que les contre-arguments auraient été apportés, et les fake news, qu'on le veuille ou non, permettent quand même une dose de pluralisme qui n'existait pas à l'époque pré-réseaux sociaux. Gérald Bronner, vous avez envie de réagir? J'ai écrit des milliers de pages sur le sujet, donc je ne vais pas prendre du tout un ton professoral. Il y a des choses avec lesquelles je suis plutôt d'accord. Il y a plein de raisons qui expliquent la viralité du faux sur les réseaux sociaux dans les mondes numériques, mais je rappellerai quand même, pour rester à un niveau philosophique global, que je ne crois pas désirable, en effet, comme Samuel,
un État social où la source d'information serait unique. Il faut de la concurrence sur le marché des idées, comme dans le monde intellectuel d'ailleurs. Ce dont on a beaucoup souffert, sans doute dans le monde intellectuel français des années 50-60, c'est qu'il y avait un oligopole, voire un monopole de certaines sensibilités idéologiques. Et je ne voudrais pas que ce soit les autres sensibilités idéologiques qui aient ce monopole non plus. Je crois que ce n'est pas bon. La science, d'ailleurs, en général, indépendamment des intellectuels, elle est toujours produite collectivement par des contradictions. La cumulativité, c'est des collègues qui vous disent, et puis quand vous publiez un article dans une revue de science, c'est des collègues qui vous disent « non, ça c'est faux », on appelle le reviewing, tout simplement, la revue par les pairs. Bon, ceci étant, le fait que tout le monde ait voix au chapitre n'aboutit pas manifestement à ce qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire une société éclairée, avec une disponibilité de l'information. Alors oui, peut-être qu'on va mettre plus de temps à savoir qu'il y a tel ceci ou cela qui se produit, mais il n'empêche qu'il y a des communautés qui continueront à ne pas croire, même quand elles ont l'information. Donc ça ne résout pas tellement notre problème. Je pense que la clé de tout ça, elle est un peu banale en fait. Et ce qui nous permettrait d'espérer, c'est la constitution intellectuelle de chacun de nos citoyens. En fait, c'est une question de formation intellectuelle. Si nous avions tous été formés en quelque sorte à la pensée méthodique, à l'esprit critique, et c'est pas perdu, que nous étions capables de nous méfier d'abord de notre propre spontanéité intellectuelle, de nos intuitions, puis de l'environnement numérique dans lequel nous situons, qu'on se dise par exemple « Ah tiens, je suis lecteur de Libération là, dans les années 70, c'est ça, mais je sais que Libération a une connotation politique, j'aime bien ce journal, mais peut-être que sur certaines informations, il faut que je me méfie de ce qu'on appelle le biais motivationnel, c'est-à-dire l'envie de croire, dont je parle beaucoup dans le livre. Si nous étions formés à tout cela, que nous pouvions avoir un regard apaisé, ce qui n'empêche pas d'avoir des convictions politiques personnelles, c'est-à-dire par exemple de suspendre son jugement. Prenez un exemple. Est-ce que, là je vais reprendre la thèse de votre livre, mais est-ce que l'intelligence vraiment prémunit de grossières erreurs? L'histoire le montre. Non, mais il faut que vous conceviez que dans notre cerveau, il y a plusieurs, en quelque sorte, c'est un peu métaphorique, plusieurs individus qui cohabitent. Il y a un feignant intellectuel, un vorace, mais il y a aussi une pensée analytique. Donc, en fait, que ceci ou cela se révèle statistiquement plus souvent dans la vie d'un individu dépend fortement de son environnement et donc des décisions politiques que nous allons prendre pour la formation. Et cela, je ne l'invente pas, puisque la science commence à montrer maintenant que le développement d'esprit critique, éventuellement des EMI aussi, eh bien, des EMI de l'éducation aux médias et à l'information, quelque chose qu'on fait dans l'éducation nationale, mais pas assez, en fait, qui reste très marginal. Ça a des impacts concrets sur l'esprit des jeunes qui se forment, mais ce sont aussi des impacts durables. Mais il ne faut pas former que les jeunes, n'est-ce pas ? Ce n'est pas forcément les jeunes qui partagent le plus de fausses informations. Là, vous citez des sondages externes, mais en fait, il y a les jeunes et les personnes du troisième âge diffusent beaucoup de fausses informations. Et d'ailleurs, ça peut tous nous arriver, donc ce n'est pas une question de jugement. Mais si, en effet, on prenait au sérieux l'idée d'une révolution pédagogique, c'est peut-être ce que nous pouvons encore faire. Parce que la modération des réseaux sociaux, je pense que ça ne vous aura pas échappé. Pour l'instant, elle n'est pas dans nos mains. Et ceux dans les mains desquels elle est ne paraissent pas très volontaires pour nous aider, n'est-ce pas, ils ont modéré certains propos et certaines diffusions de fausses informations. Moi, je partage tout à fait ce que vous dites sur le fait que le combat contre la désinformation, à l'échelle individuelle, c'est un combat de tous les instants, presque contre la nature humaine qui a envie de croire, qui a envie d'être confirmée dans ses préjugés, etc. Donc, et je partage aussi ce que vous dites sur en nous, il y a un fainéant et il y a quelqu'un qui est plus capable de rigueur analytique. On pourrait par exemple revenir à la distinction que faisait Kahneman, que vous, évidemment, vous devez connaître mieux que moi, sur le système 1, rapide, intuitif, et le système 2, capable de rigueur analytique. Mais le problème, il me semble, c'est que ces quelques dernières décennies, beaucoup de travaux en psychologie sociale tendent à montrer qu'en fait, le système 2 va simplement passer plus de temps à rationaliser et amasser des arguments pour défendre les intuitions du système 1. Vous avez des études qui montrent par exemple que plus les individus, paradoxalement, sont éduqués au fonctionnement des médias, sont éduqués aux fake news, etc., plus ils vont utiliser cette éducation, non pas pour réfléchir objectivement aux deux aspects d'un problème, mais simplement pour prendre la thèse qu'ils ont envie de démontrer et utiliser leur virtuosité rhétorique en faveur de cette thèse. C'est très intéressant de voir que Raymond Aron, dans ses mémoires, raconte que Sartre,
au début de sa vie, était absolument capable d'esprit critique. Et une fois qu'il avait construit son identité sociale autour de certaines prises de position politiques, ce qu'il faisait, c'est qu'il investissait son intelligence immense, parce que Sartre était objectivement brillant, simplement pour se montrer tout à fait imperméable aux tentatives de réfutation. Vous oubliez dans les résultats expérimentaux que vous mentionnez que c'est amorcé par les variables motivationnelles politiques, en réalité. C'est pas du tout le niveau de formation qui implique nécessairement le fait. Voilà. C'est l'interaction des deux, et il y a même des expérimentations qui essayent de distinguer, comme on dit, ceteris paribus, toutes choses égales par ailleurs, et qui montrent que le paramètre qui explique le plus, c'est la lazy thinking, c'est la pensée paresseuse. Mais vous avez raison, quand les deux se croisent, c'est ça, Jean-Paul Sartre là qu'on voit sur la couverture de votre livre. Est-ce que c'est croisé aussi avec, plus vous êtes engagé idéologiquement, plus vous avez confiance dans votre jugement. Et dès lors que vous avez très fortement confiance dans votre jugement, alors du coup vous pouvez convoquer en effet toute votre puissance analytique pour défendre l'indéfendable, quoi. Là on est bien d'accord. Mais prenons un exemple sur la question de l'immigration qui a été un tabou pendant des dizaines d'années en France. On voit bien qu'aujourd'hui on est en train de changer de paradigme et que la parole se libère, mais ça a été très compliqué d'en parler pendant très longtemps. La question derrière les fake news, parfois les gens sont faux, mais savent que ce qu'ils disent n'est pas exact. Il y a des phénomènes de troll, une sorte de second degré. D'ailleurs, on voit que les journalistes sont toujours au premier degré. Et parfois, ils commettent l'erreur de prendre au premier degré un tweet d'Elon Musk, mais on ne sait pas si Elon Musk... Le réseau social empêche le second degré, par définition. Mais non, pas forcément. Il peut y avoir une sorte de... Il y a une telle perte de ce que peut être la palette de l'expression humaine. Enfin, il y a une forme d'humour trumpien qui est très particulier, et parfois, il se renvoie la balle pour se moquer du système. Oui, et la question, c'est quand on est dans un moment de changement de paradigme comme ça, est-ce que c'est pas normal qu'il y ait une forme d'agitation, de passion, avec beaucoup de choses fausses dites au milieu, mais qui montrent juste la violence d'un débat politique entre deux modèles, l'un qui se termine et l'autre qui émerge. En tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la communication trumpienne. On n'est pas dans son esprit, mais je propose d'analyser ça sous le terme de kayfabe, be fake, en fait, qu'on utilise dans le catch, parce que ça se situe entre le réel et le spectacle, quoi. Oui. Donc, en effet, certaines de ces déclarations, à mon avis, je ne suis pas dans sa tête, mais je suppose plutôt qu'elles sont insincères, c'est-à-dire qu'il ne croit pas vraiment en ce qu'il dit. Quand il dit, par exemple, on sait que les immigrés mangent des chats et des chiens, je ne sais pas, mais je ne suis pas certain qu'il y croit. Je ne suis pas du tout certain que tous ses partisans y croient. Il y en a une partie sans doute qui croit, mais il y en a qui considèrent ça comme un métalangage. C'est-à-dire qu'ils disent, il n'y croit pas, mais ça dit quelque chose de vrai sur l'immigration, sa dangerosité, etc. C'est pas exactement ça, voilà. Mais bon. Voilà. Et le grand avantage de cette mode de communication, c'est que du coup, vous ne pouvez pas faire de la désintox là-dessus, parce qu'en réalité, comme on ne sait pas si c'est de l'ironie, ça paraît tellement dingue, et en même temps, vous excitez tout le monde, c'est-à-dire que vous suscitez un hameçon attentionnel dans lequel tout le monde est piégé. C'était vrai déjà en 2016, qui suscitait, toutes les déclarations de Trump suscitaient plus d'intérêt que, même dans les États démocrates, que les déclarations de Hillary Clinton. Et il y a une étude, si je puis me permettre, qui est tout à fait passionnante, qui vient d'être publiée, je crois que c'est dans Science ou dans Nature, qui reprend tous les discours des chambres américaines depuis le début du 19e siècle. Donc c'est des millions et des millions de déclarations, tout ça c'est automatisé. Et ils se demandent qu'est-ce qui l'emporte de la sincérité ou de la factualité. Et en l'occurrence, les deux sont opposés. Plus vous êtes sincère dans les marqueurs de langage, par exemple « je crois que », etc., moins vous êtes factuel et réciproquement. Et à partir des années 1970, c'est la sincérité déclarative qui l'emporte sur la factualité. Donc moi, ce qui me fait peur dans le moment que vous décrivez, c'est qu'on voit surtout des acteurs qui se revendiquent de la sincérité, parce qu'on ne peut plus rien dire, ou je ne sais pas quoi, des choses comme ça, et puis qui sont de moins en moins factuels. Voilà. Mais Gérald Bronner, quand un homme politique centriste au pouvoir, qui dit une banalité sur la République, qui ne laissera rien passer, c'est un métalangage. Lui-même n'y croit pas. C'est une forme de politiquement correct. Là, c'est autre chose. C'est plutôt du wishful thinking. C'est qu'il aimerait bien que ce soit le cas, mais il ne s'en donne pas les moyens. Oui, mais il y a quelque chose de similaire. Il peut y avoir aussi une fragmentation temporelle de la rationalité. C'est-à-dire que vous pouvez croire
que c'est vrai, vous êtes sincère à l'instant T, et en T plus 1, il y a de telles contraintes que vous dites, bon, ce n'était pas si important, etc. Il y a souvent des amnésies antérogrades chez les hommes et les femmes politiques. Je voulais ajouter quelque chose sur les fake news. Je suis évidemment pour la concurrence des idées. Je suis pour une liberté d'expression comprise de façon très large. Mais ce que je conteste, c'est la structure même qui permet à cette conversation d'avoir lieu. Une conversation qui, à mon avis, n'est pas une conversation. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur votre exemple du dévoilement de la vérité, je ne sais pas si aujourd'hui ça permet de savoir davantage ou de remettre davantage à l'endroit des choses qui ne l'étaient pas, parce que comme il y a un bruit quand même constant, le signal se perd. Prenez le cas Solzhenitsyn, c'est grâce à l'archipel du Goulag. Enfin, c'est pas le premier livre qui est sorti sur les ravages du communisme, mais c'est quand même un livre qui a fait l'effet d'une bombe, notamment en France. Il a été publié en 1976, il me semble. Ce livre, il a mis des années à l'écrire, c'est-à-dire que là, on est à l'opposé du tweet. Le livre a eu un effet qui est proportionnel au temps qu'il a mis, bon déjà au temps qu'il a souffert, au temps qu'il a mis à l'écrire, au temps qu'il a mis à le faire passer. Et l'effet est incomparable. C'est-à-dire, quand vous avez lu ça, franchement, c'est difficile de ne pas le croire. Alors, bien sûr, il y en a qui prétendaient ne pas le croire, mais je pense qu'ils mentaient. Ça, je ne vois pas comment on peut comparer ce genre de choses, c'est-à-dire une entreprise littéraire, qui est aussi une enquête, et des tweets. Et des ribambelles de tweets qui s'échangent les uns avec les autres. Et une autre chose qui me frappe sur Twitter, c'est que les conversations, en fait, sont des ruminations. Vous savez ce que c'est la rumination en psychologie? C'est quand on essaie de résoudre un problème, en fait, on ne le résout jamais. Et on revient, on pense l'avoir résolu, puis on y revient. Ce qui est très frappant, c'est que sur Twitter, les mêmes débats reviennent constamment. Vous avez un débat sur l'immigration qui arrive, pour, contre, entre les deux. Les mêmes gens, 6 mois plus tard, vont écrire les mêmes tweets. C'est fascinant. Mais parce que donc il n'y a pas de Non, parce qu'il n'y a pas de progression de l'argumentation. Ça montre aussi que c'est très dur de changer d'avis. Vous devez le savoir, c'est très dur. Il faut quand même beaucoup d'énergie pour accepter de changer d'avis sur certains sujets, face à l'évidence. Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile quand on est pris dans cette machine polarisante, et surtout une machine qui fait appel à nos instincts les plus bas. L'impulsivité, la colère, l'absence de pardon, l'absence d'oubli, la méchanceté. Franchement, je pense que d'un point de vue épistémologique comme d'un point de vue moral, c'est une catastrophe pour le monde et pour nos démocraties en particulier. Mais je pense que sur le cas Solzhenitsyn, vous avez évidemment raison. L'archipel du Goulag vaut tous les tweets du monde. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que dans les années 50, 60, 70, il y a eu, à gauche notamment, un déni sur ce qui se passait de l'autre côté du mur de Berlin, moi aussi je répète ce que je veux dire, qu'il n'y aurait sans doute pas eu s'il y avait eu les réseaux sociaux. Dans La connaissance inutile, Jean-François Revel met en corrélation les déclarations de beaucoup d'intellectuels et de médias de gauche pendant ces décennies avec l'information qui était librement accessible si on voulait bien la chercher. Et pourtant, les gens ne changeaient pas d'avis. Parce que, et il a fallu effectivement attendre que Solzhenitsyn travaille pendant des années, réussisse à faire passer son livre à l'Ouest, etc. Mais si jamais il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, on peut imaginer, on peut supposer que les fake news auraient été démenties plus rapidement. Aujourd'hui, il y a à peu près 2 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, vers le 13 octobre 2023, un bombardement, le Monde, l'AFP, le New York Times et beaucoup d'autres médias lus par des dizaines de millions de personnes dans le monde ont envoyé une notification push à leurs abonnés. La notification disait Israël vient de bombarder un hôpital à Gaza et de tuer 800 personnes. Pendant la nuit, les gens ont discuté, ont débattu sur Twitter. Il y avait beaucoup de tweets qui racontaient n'importe quoi, mais au final, le signal est passé, les bons tweets ont réussi à émerger et la raison, la rationalité, si vous voulez, a gagné. Le débat d'idées a eu lieu. Et le lendemain, les médias publiaient un correctif, ces médias-là, qui malheureusement a été moins lu, mais le correctif, parce qu'en réalité, le bombardement ne venait pas d'Israël, mais du Hamas ou du djihad palestinien. Il n'avait pas touché l'hôpital, mais le parking de l'hôpital, et il n'avait pas tué 800 personnes, mais une dizaine tout au plus. Et on peut imaginer qu'à l'ère pré-réseaux sociaux, il y a 20 ans par exemple, la fake news serait restée sans avoir, ou en tout cas aurait été démentie beaucoup plus lentement. Mais à l'ère pré-réseaux sociaux, justement, il n'y aurait pas eu de notification push.
parce que les rédactions auraient peut-être fait très attention avant de publier une nouvelle de ce type. Et c'est le drame de la presse aujourd'hui. La presse aujourd'hui est soumise à une contrainte qui est considérable de la part d'Internet, des réseaux sociaux, et qui l'oblige, enfin, elle se sent obligée de s'aligner sur la rapidité de la diffusion d'une information sans vraiment la vérifier ou sans bien la vérifier. J'ai travaillé plusieurs années dans des rédactions et je l'ai vu. Et c'est assez, comment dire, c'est assez effrayant de voir ce changement se produire en réel. Mais tout est comme ça. La presse a dû s'adapter aussi d'une autre façon. Par exemple, quand elle publie des articles, pour qu'ils soient vus, pour qu'ils soient lus, eh bien, il faut les titres les plus accrocheurs possibles, parce qu'il faut que ça émerge dans tout ce contenu, au détriment du contenu ou de la vérité d'un article. Donc, je ne sais pas si votre contre-exemple est une bonne réfutation. Je vais vous opposer le titre du livre de Gérald Bronner, c'est à l'assaut du réel. Je veux dire, comment faire, sauf de dire qu'on ne va pas individuellement utiliser les réseaux sociaux, mais le monde fonctionne comme ça, il y a une forme de réalisme. Et Gérald Bronner, dans votre livre, vous êtes quand même assez noir, assez négatif, pas sur la forme, mais sur le fond. Et on se demande à la fin, une question toute simple, c'est que faire pour réconcilier cette étroitesse du réel, ce désir, c'est possible? Il y aurait toute une série de décisions, y compris politiques, à prendre. Je disais tout à l'heure, la régulation de ces réseaux est un des paramètres importants. Par exemple, quand vous cherchez une vidéo sur la question du climat, c'est une étude de 2019 qui l'a montré, peut-être que c'est plus vrai aujourd'hui, mais à l'époque, vous utilisiez YouTube et quelques mots-clés, vous aviez plus de 50% de chances de tomber sur une vidéo climato-sceptique. Donc ça veut dire que l'urne est truquée, mais il y a peut-être moyen de la rétablir en fonction de l'existence de certains consensus scientifiques, au moins sur certains thèmes sanctuarisés. Quant aux médias, il est évident qu'ils sont totalement tirés vers l'économie de l'attention. Puisque la pression concurrentielle sur le marché de l'information est devenue sans commune mesure. Donc pour exister, il faut pouvoir capter de la disponibilité mentale. C'est ça l'économie de l'attention. Et donc, quand les médias sont en concurrence, ça va réduire mécaniquement à la fois la qualité du traitement de l'information et le temps de vérification de l'information. Il y a une solution pour ça. Parce que c'est ce qu'on appelle en théorie des jeux un dilemme du prisonnier. Et dans le dilemme du prisonnier, quand on est en concurrence, eh bien, l'un et l'autre cherchant à maximiser ses intérêts, ça aboutit au désintérêt collectif. Il faut mettre du politique. À quoi sert le politique, la décision politique, si ce n'est pour contourner les externalités négatives que produisent l'expression des intérêts individuels? Donc, par exemple, il faudrait, pour les médias, entre eux, moi je ne voudrais pas que le politique, pour le coup, institutionnel s'en mêle, mais réfléchir à des codes de bonne conduite, par exemple en matière scientifique, des vérifications, avant de publier tout et n'importe quoi. Mais on est tous embarqués là-dedans. C'est trop tard maintenant. C'est ce que je veux dire, on n'en est plus là. Là, on a un influenceur républicain qui en partie fait partie des petites mains qui ont fait l'élection de Donald Trump, qui a été abattu dans un meeting avec un fusil à lunettes. Est-ce que le politique, qui est complètement prisonnier de cette logique, peut faire quelque chose? Moi, je me méfie de la logique de régulation des réseaux sociaux. Il y a une phrase de Thomas Sowell que j'aime bien, qui dit « La question fondamentale n'est pas de savoir quelle est la vérité. La question fondamentale est de savoir qui a le pouvoir de décider quelle est la vérité. » Et si on commence à réguler les réseaux sociaux, ça implique nécessairement de décider de gens qui auront le pouvoir de dire ce qui relève ou non des fake news. Ça peut être fait plus ou moins bien, mais vous donnez un pouvoir arbitraire à des gens qui ne sont pas magiquement ou à une institution ou de façon collégiale. En total désaccord. Parce que là, sinon, vous donnez une prime, et c'est ce qu'on constate tous, vous donnez une prime à des paramètres attentionnels, comme la conflictualité, comme la peur, etc. Et on le voit, toutes les données montrent que le barycentre de l'espace public est en train de glisser vers ce qu'on appelle les passions tristes en philosophie. En effet, il faut se méfier. D'ailleurs, je me suis toujours opposé à des lois, par exemple, contre les fake news, parce qu'elles peuvent, dans un environnement politique différent, se retourner contre des opposants politiques, etc. Non, moi, je vous parle du consensus scientifique.
Le consensus scientifique, c'est pas un individu qui décide, c'est pas un possesseur. Je préfère que ça soit un groupe d'experts qui évaluent, par exemple, la dangerosité des vaccins, etc., plutôt que ça soit un grand capitaliste qui possède des médias, qui décide maintenant, les journalistes veulent dire ça sur les vaccins parce qu'il est anti-vaccin. Pardon, parce que sinon, sinon comment faire? Non, mais vous avez raison que si c'est un capitaliste qui décide ce qu'on a le droit ou pas le droit de dire, le problème est le même, vous avez raison. Mais le consensus scientifique peut être erroné. Sur les vaccins, j'ai la conviction qu'il ne l'est pas. Mais il y a quand même un sujet, on parlait de la méfiance envers les savants, il y a, je pense, une remise en question de la part de certains universitaires qui doit être faite. Vous avez Steven Pinker, par exemple, montre que dans les départements de sciences sociales aux États-Unis, le pluralisme ces dernières décennies a presque disparu. Vous avez des départements entiers où vous ne pouvez plus étudier de façon sereine des sujets comme les différences biologiques qui existent entre les hommes et les femmes. Tout ce genre d'espace intellectuel. Là, je parle des espaces intellectuels, justement. Oui, mais donc vous dites qu'on ne pourra plus dire ce qui contredit le consensus scientifique, mais le consensus scientifique... D'abord, je n'ai pas dit ça. Non, mais je sais que vous n'avez pas dit ça, mais... C'est pas du tout ça que je dis. C'est une logique, c'est un doigt dans l'engrenage qu'on met, à mon sens. Non, mais justement, procédons à un débat, pour le coup, rationnel. Ne nous faisons pas dire ce qu'on n'a pas dit. Je ne suis absolument pas pour la censure. Par exemple, sur les vaccins, je ne suis pas pour censurer les anti-vaccins. Je dis simplement qu'ils ne doivent pas être plus visibles dans l'espace public que ce qu'ils représentent. Or, le fonctionnement des réseaux sociaux donne une prime à un certain nombre de communautés, parmi lesquelles les anti-vaccins, c'est très documenté, ce qu'on appelle les super spreaders. 1% des comptes sur les réseaux sociaux produisent 33% de l'information disponible. Et ce vacillement de notre espace public, il est la conséquence de ça. Je dis que sur certains sujets sanctuarisés, où le consensus scientifique est solide et produit par une communauté d'experts qui sélectionnent les idées de façon drastique, je ne vous parle pas de quelques d'endroits idéologieux, etc., nous devrions pouvoir faire entendre majoritairement la voix du consensus scientifique, ce qui ne veut pas dire bâillonner les opposants. Quel sujet sélectionner, quel sujet, par qui, c'est bien ça le problème. Un consensus scientifique solide, je peux vous en donner pas mal d'exemples. Mais alors, il y a un consensus scientifique aujourd'hui sur le fait que, dans les départements de sciences sociales, sur le fait que la plupart des différences hommes-femmes sont imputables à des constructions sociales. Si vous allez dans des départements de sciences sociales aux États-Unis, par exemple, on vous dira ça, c'est un consensus scientifique. Je pense que vous n'adhérez sans doute pas à ces idées, mais est-ce que demain, si on commence à accepter que le consensus scientifique puisse déterminer certaines choses dans les algorithmes des réseaux sociaux, est-ce qu'on ne risque pas... C'est quand même très curieux de convoquer des dérives idéologiques pour impuissanter la rationalité dans l'espace public. Beaucoup de sujets sont scientifiques, mais pas forcément des sciences dures, mais sont avec un peu de droit, de sciences sociales, et c'est là où souvent il y a un flou. Mais je voudrais donner la conclusion à Laetitia Strauch-Bonnard. Vous avez moins d'une minute. Vous avez dit le retrait individuel du réseau social, c'est pas forcément la bonne solution. Je pense qu'il y a aussi une solution intermédiaire qui est de se retirer ou de ne pas y aller du tout, mais le faire avec d'autres gens. Comme si on concluait un pacte, c'est-à-dire... plusieurs amis, par exemple, on se dit on arrête tous ensemble et on sait pourquoi on le fait. Dans le cas des téléphones et des réseaux sociaux pour les enfants, les adolescents, qui, à mon avis, devraient être interdits jusqu'à 16 ans, d'ailleurs c'est ce que défendent un grand nombre d'experts sur le sujet, ce que font certains Américains, parents, c'est qu'ils se mettent d'accord entre eux pour que leurs enfants n'aient pas de téléphone, d'accès aux réseaux sociaux en même temps. Ce qui permet aussi de ne pas créer ce sentiment d'isolement qui peut en effet en être la conséquence de l'arrêt des réseaux sociaux. Donc, là, nous allons devoir arrêter l'émission. C'est la contrainte du réel. Je vous remercie tous les trois. J'ai pas pu conclure ma conclusion. Je suis désolé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau club Idées du Figaro. Merci.